Il faut savoir que l'HVAC, c'est quand même 70% de la facture d'un site. Faire 500 000 euros d'économie, ça semble énorme, mais ça se fait et ça se fait vite. Et cette baisse de la demande en froid, finalement, elle va peut-être cumuler sur l'usine, elle va peut-être nous permettre de nous débarrasser d'un groupe froid. Bonjour à tous et bienvenue au salon Performance Environnementale de Pôle Pharma. Je suis avec Jean-Pierre Beauvais qui est gérant de Energy Cut. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement s'il te plaît ? J'ai fait toute ma carrière dans la pharmacie, en R&D, en production. Je me suis occupé de divers secteurs et j'ai terminé par la partie optimisation énergétique des sites industriels sur un volet, et un seul volet, mais qui mérite quand même d'y passer pas mal de temps, la partie HVAC. Il faut savoir que l'HVAC, c'est quand même 70% de la facture d'un site. 70%, quel que soit le site ou... Si on parle des sites du secondaire, ça oscille de 60 à 70%, mais comme malheureusement très souvent on est, pour le dire gentiment, sous-optimal, c'est au moins 70%. Qu'est-ce que ça s'appelle un site du secondaire ? C'est-à-dire tout ce qui n'est pas production de l'API, du principe actif. Ok, donc voilà. C'est le formulateur. Voilà, donc ça va être granulation, compression et packaging sur du comprimé, et ça va être mise en solution, filling et packaging sur de l'injectable par exemple. Trop bien. Et alors là, donc, quand on analyse la facture d'électricité d'un site comme ça, on se rend compte qu'on est à 70%. Oui. C'est les HVAC, quoi. Oui, incroyable. Gaz et électricité. Mais effectivement, l'électricité, c'est quand même un volet très important parce que sur l'HVAC, c'est contre-intuitif peut-être, faire du vent, ça coûte très cher. Aucune allusion politique. Ça veut dire que la consommation de l'HVAC due à la ventilation, c'est 60%. Ouais, donc le chaud, le froid, c'est tout à peine 40%. D'accord. Et donc là, le Energy Cut, donc ton entreprise finalement, elle est dédiée à réaliser en fait des économies sur l'utilisation des HVAC. Exactement. Ouais, la façon dont je travaille, c'est la suivante. Je me rends sur un site. Je regarde ce qu'est le parc HVAC. Ouais. J'analyse le parc HVAC et j'explique au site, après calcul, quel est le gain potentiel. Hein, on parle en K euros. Alors juste vite fait, parce que je crois qu'on a dit HVAC depuis le départ, toi et moi on sait ce que c'est, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une HVAC ? Oui, c'est l'HVAC, en français c'est la centrale de traitement d'air, qui a 3 objectifs, c'est produire de l'air avec un débit donné, à une température donnée et une hygrométrie donnée, de façon à maintenir les températures, l'hygrométrie et les différences de pression entre les différentes zones. Voilà, ça c'est le rôle principal, et à éviter aussi un empoussièrement. Voilà, une filtration particulière. Voilà, donc selon la classe, on va avoir des classes d'empoussièrement différentes. Trop bien. Ok, et donc maintenant qu'on a bien défini le sujet, donc alors tu te rends sur le site, tu regardes à quoi ressemble le parc HVAC. Voilà. Et à partir de là, à partir de quelques données que va me donner le site, je vais pouvoir lui dire quel est le potentiel d'économie qu'il va avoir récurrent à l'année. Ok. Qui va être se scinder en 2 volets. Un premier volet où ce sont des économies réalisées quasiment sans investissement. Un deuxième volet où il faut mettre un peu d'argent dans le commerce, mais avec des paybacks qui sont très courts, moins de 3 ans, très largement. Un retour sur investissement hyper rapide, quoi. Et donc, c'est quoi alors les types, voilà, qu'est-ce que tu constates en général, parce que du coup sans investissement ça c'est intéressant quand même. Les très grands drivers, évidemment, c'est le taux de renouvellement d'air. Ouais. C'est le taux d'air neuf. Ouais. Ce sont des fois des delta P un peu trop généreuses parce que y a des fuites sous les portes et on n'est pas trop regardant. Alors bon, donc on ne sait pas. Où on ne sait pas, où les installations ont vieilli puis on n'a pas trop regardé. Il peut y avoir des fuites aussi sur les conduites qui apportent l'air et qui extraient l'air également. Donc là, ça va très très vite. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de choses. Il y a aussi évidemment la technologie même des centrales de traitement d'air qui peut être un peu vieillissante, mais qui généralement n'est pas la partie la plus prépondérante. Parce que ça nécessite de l'investissement. C'est un deuxième volet. Un troisième volet étant tout ce qui concerne les réseaux de fluides, de refroidissement en particulier, et aussi de chaleur. Et ça, c'est une partie qui nécessite de l'investissement et qui fait partie d'une deuxième phase. La première phase que je conseille aux clients, c'est
de se concentrer sur ce qui ne coûte rien Les et qui paramètres, rapporte quoi. beaucoup. Voilà. Donc le bon repositionnement paramétrique. D'accord. Et donc là, par exemple, voilà, tu vas regarder les delta P, donc les cascades de pression Oui. entre les différentes Qu'est-ce que tu constates en général quand des gros trucs, quoi? Souvent, on est parti dans des logiques, je vais dire, de fausse sécurité. Typiquement, sur un site, on se retrouve avec une contamination. On fait des prélèvements, on constate une contamination et on ne peut pas le cacher à la NSM, donc il faut réagir. Les deux types de réactions, c'est on va reformer les gens parce qu'il y a une partie qui vient des opérateurs, mais ça prend du temps. Et souvent, on cherche des solutions trop rapides. Et les solutions trop rapides, c'est qu'on va dire aux gestionnaires des utilités, écoute, tu vas passer par exemple, on est à 13 volumeurs, tu vas passer à 15. Parce que ça fera bien quand l'inspecteur sera là. Ouais. On lui montrera quand on est très réactif. Seulement quand on passe de 13 à 15, on ne se rend pas compte, mais c'est pas juste deux petits points comme ça. Pendant ces deux pressions de bouton. Voilà. Imaginons qu'on passe de 12 à 15, on va dire, ça fait 25%. Non, ça ne fait pas 25% parce que c'est non linéaire, les consommations, et c'est bien plutôt proche de 50%. Donc en termes de consommation, d'augmentation de la consommation. Donc on est sur des effets non linéaires qui sont mortels. Et la bonne nouvelle, c'est que à l'envers, ça marche aussi. Donc c'est que si on va réduire si on réduit de 15 à 12, on va gagner nettement plus que 20% qu'on pourrait espérer. On va être beaucoup plus proche de 40 que de 20. Donc là, on se dit, vous êtes en termes de taux de renouvellement d'air, vous êtes à 17. Moi, je vous dis, on peut passer à 15 facile. Et donc là, par contre, pour passer de la théorie à la pratique, comment on fait ? Alors, ça passe par un change control, forcément. Il faut montrer que le taux d'empoussièrement va rester bon. Ce que l'on montre chaque fois de façon, je vais dire, aisée. Il faut évidemment travailler avec l'assurance qualité. Sinon, on est hors les clous, c'est contre-productif. Vous ne savez surtout jamais faire ça. Et donc, après requalification, on constate tout simplement les baisses de consommation avec des effets de cascade. Par exemple, si on réduit donc le débit d'air, on va se retrouver aussi avec une baisse de la demande en froid. Et cette baisse de la demande en froid, finalement, elle va peut-être cumulée sur l'usine, elle va peut-être nous permettre de nous débarrasser d'un groupe froid. Wow. Ouais. Oui, qu'on va mettre en réserve simplement, et ça c'est du bonheur. C'est trop fort. Du coup, finalement, on se rend compte qu'en utilisant moins d'air, on a un impact sur la chaleur et le froid finalement, parce qu'effectivement, il y a moins de volume d'air à refroidir ou réchauffer, et donc finalement, c'est un double effet d'économie, quoi. Exactement. Alors après, si on constate qu'il y a vraiment des CTA vieillissantes et que qu'elles étaient prévues dans un plan de renouvellement, évidemment qu'une bonne idée, c'est d'installer de la récupération d'énergie, ce qui ne se faisait pas encore il y a 20 ans, mettre une récupération d'énergie qui récupère les calories sur l'extraction d'air pour les réinjecter sur l'air neuf. Et là, on fait des économies très substantielles. Et donc c'est trop intéressant parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au lieu d'avoir un investissement qui est même pour même, tu vas regarder ce qu'il y a dans le CAPEX, dans les investissements prévus, et dire, en mettant X euros de plus, vous allez faire X euros d'économie sur le long terme, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Et sachant qu'il y a des effets, comme je disais tout à l'heure, il y a des effets de synergie. Une fois qu'on a regardé CTA par CTA, on consolide ça au niveau du site et on s'aperçoit par exemple que le réseau de froid, on peut largement l'optimiser. Et comme je disais tout à l'heure, on peut arrêter des chillers, on peut remanier le réseau de froid, on peut encore gagner, par exemple sur le froid, c'est courant de gagner 25%. 25%, bien. Ouais. Et alors, parce que pour que les gens puissent se figurer, quand on dit c'est 70% de la facture d'électricité d'un site, c'est quoi la facture d'électricité d'un site ? On va dire qu'un site qui travaille bien aujourd'hui, et compte tenu de l'évolution des prix, un site qui a une vingtaine de centrales de traitement d'air, il est très rarement en classe D. Il est très rarement en dessous du million d'euros récurrent. Ouais, donc faire 500 000 euros d'économie, ça semble énorme, mais... Écoutez, mais ça se fait, quoi. Mais oui, bien sûr, ça se fait, et ça se fait vite. Incroyable. Oui, des fois j'ai des scrupules à annoncer aux clients le gain, parce que
Bon, après, je prends des précautions parce qu'il y a des fois des gens qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans, mais ils ont aussi eu leurs propres contraintes. On leur a refusé de toute modification. Maintenant, il y a la pression financière qui arrive, et donc ça débloque les situations, ça provoque des discussions en interne, ce qui fait que finalement, après discussion avec l'assurance qualité, on y va, et on y va sans problème. On constate après que finalement, on avait dit qu'on allait passer, par exemple, de 15 à 12. Non, mais puis finalement, on est très très bon, alors pourquoi pas 10 ? Et passer de 12 à 10, on a encore un gain significatif. Hein, alors l'idéal étant de faire ce que, par exemple... ceux qui ont visité Aptarière ont pu constater, et je tiens à rendre un hommage très appuyé à ces précurseurs qui, eux, régulent tout simplement l'empoussièrement en installant des capteurs d'empoussièrement et en faisant du contrôle online. Bon, ça, on n'a pas vu faire mieux, quoi. Si tout le monde est à ça, si toute l'industrie pharmaceutique est à ça dans 10 ans, je peux vous dire que on aura fait un progrès majeur. On aura sur le stérile, il y a quand même ça se fait, ça, non, l'empoussièrement ? Non. L'idée est dans l'air, mais je ne connais personne qui le fasse. Ah bon ? Okay. Non, mais c'est une formidable bonne idée. Hein. Là, je suis très très impressionné par le côté innovation, le souffle qu'il a fallu pour mettre ça en œuvre jusqu'au bout. C'est vraiment ça c'est un vrai scoop. Ok. Je dis avec d'autant plus de sincérité que j'étais pas du tout impliqué dedans, donc il faut savoir rendre hommage aux initiatives, hein. Alors ça c'est vraiment très fort. Trop bien. Alors du coup j'aimerais qu'on parle un petit coup aussi justement du stérile, là par contre des classes A dans B. Là il y a effectivement là on entend souvent que là-dedans on peut pas arrêter, on peut pas arrêter les HVAC, et donc on a effectivement qu'est-ce que tu préconises toi là sur ce genre de sujet ? Alors, quand on est hors production, on peut très facilement faire la même chose, c'est-à-dire diminuer les débits et réguler sur l'empoussièrement. Ça, rien n'empêche de le faire. Donc pas arrêter, mais diminuer les débits. Voilà, diminuer les débits. Bon, après, il faut évidemment garder le côté laminaire, mais ça se teste. Hein. Si on diminue les débits, on va avoir moins de problèmes sur le laminaire. C'est l'opposé. Hein. Si on augmente les débits, à un moment donné, on est turbulent. Donc, si on diminue les débits, même... Quand on n'a pas d'activité, du coup, ça peut se faire très bien. Diminuer de 15%, ça fait de mal à personne, et bien au contraire. Hein. Voilà. Donc, c'est bien ça. Là, c'est faisable. Tout à fait. Moi, ça me paraît astronomique, quoi. Enfin, les gens, c'est 1 000, sur le 500 000 euros d'économie à l'année, mais c'est fou. Oui, mais ça peut être. Je suis intervenu sur un très très gros site. C'était en Tchéquie. C'était il y a à peu près 2 ans. Bon, ils avaient environ 200 CTA. Le bilan était monstrueux, quoi. C'était des millions, quoi. Wow. Ouais. C'était. On était sur 5-6 millions d'économies à l'année. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un énorme site. Hein. Ouais, après, c'est pas forcément proportionnel au nombre de CTA, forcément. Mais... Oui. Et donc, tu as dit, on peut consolider finalement l'ensemble des CTA. Alors, comment est-ce que tu fais, toi, pour faire ça ? Parce que ça me paraît compliqué quand même. Non, c'est très simple. Donc, pour ça, je dispose d'un outil qui est un jumeau numérique qui permet donc d'entrer toutes les caractéristiques utiles de la CTA et de la zone qui est irriguée par la CTA. Une fois qu'on a rentré ces quelques données, dont dispose tout site, de toute façon, rien que pour des raisons déjà réglementaires, une fois qu'on a rentré ça, on sait quelle est la consommation de la CTA aujourd'hui. Et à partir de là, on peut voir tous les endroits où on a des améliorations potentielles, on règle les curseurs et on peut donc déterminer quel est le gain potentiel sur la CTA. Et à partir de là, on peut faire un pilote sur une CTA. En général, on choisit la plus grosse, c'est plus intéressant, et vérifier tout de suite le gain. Donc, voilà, comme disent les Anglais, the proof is in the pudding. Et à partir de là, ils n'ont plus qu'à manger le pudding. Et puis, le pudding étant mangé, en général, il continue sur les autres CTA et rapidement. On en veut un autre. Rapidement, bien sûr. Trop bien, super. En tout cas, une interview hyper intéressante. Moi, franchement, je savais que c'était un gros sujet, mais je savais pas à quel point c'était un gros sujet. Et que finalement il y a des gens qui peuvent agir dessus aussi bien, quoi. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour cette interview. C'était un plaisir. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.